Après un superbe chapitre 405 centré sur le personnage d'Hisoka, le chapitre 406 se focalise sur Kuroro qui semble plus tourmenté que jamais. Peut-être le chapitre le plus profond depuis le retour de Togashi, on peut à présent entrevoir un futur des plus sombres pour la Brigade Fantôme dans un mélange de sang et de philosophie. Salut à tous, c'est Avoc, bienvenue dans cette review du chapitre 406 d'Hunter x Hunter qui comprendra pour une bonne partie de nombreuses interprétations au sujet de Kuroro et de la Brigade Fantôme. On retrouve Finks, Feitan et Nobunaga là où on les avait laissés au chapitre précédent, accompagnés de Tajao du clan Shaha les guidant vers une partie inédite du navire, la zone de traitement des déchets, ressemblant à une immense station de génération d'électricité. On constate que Nobunaga s'est fabriqué un nouveau sabre après que son premier ait été confisqué par les gardes de Morena au chapitre 399. Les araignées semblent comprendre que Morena utilise la station d'épuration comme pour déguiser ses meurtres visant à augmenter le niveau de ses soldats. Faisant mine de vouloir embaucher des agents de traitement, elle les attire en fait dans sa pièce cachée pour pouvoir les éliminer et faire gagner ses sbires en expérience. Nobunaga décide de faire demi-tour et retourne à la planque du clan Shaha, partant à la recherche de davantage d'informations. Finks et Feitan continuent avec Tajao vers le repère du clan Ei. Le trio est donc à présent séparé à l'intérieur du Black Whale, rendant la brigade encore un peu plus vulnérable. Cette idée de fissure de la Brigade Fantôme semble se dessiner de plus en plus. Bien que les membres poursuivent le même objectif et l'ordre de Kuroro de retrouver Hisoka, les membres sont séparés géographiquement à différents étages du navire avec des objectifs très différents à l'instant T. Une situation qui facilite la fuite d'informations, le manque de communication entre les membres et qui pourrait in fine mener certains d'entre eux vers une mort certaine, notamment Bonolenov ou Franklin, isolés depuis plusieurs chapitres dans des zones hostiles. Une page est ensuite consacrée à un gros plan sur la salle de dissection des chlores du clan Ei, avec l'huître placée par Inrigi quelques chapitres plus tôt, qui reprend sa forme d'émetteur. La mise en scène laisse à penser que cet appareil sera sans doute découvert de par son bruit par les membres du clan Ei qui déduiront que quelqu'un cherche à les détruire et les a peut-être même infiltrés. En effet, si Morena a placé ses pions un peu partout dans les étages inférieurs, par exemple Kenny Wang qui est probablement un traître espionnant le clan Shaha, il n'est pas impossible qu'elle ait elle-même été infiltrée. Tout cela ne peut que mener à davantage de chaos sur le navire. On retrouve d'ailleurs dans la scène suivante Inrigi et Zakuro qui sont mis au courant de la mort de Lynch brutalement assassiné par Bonolenov dont on aperçoit le cadavre. On a alors une démonstration claire de l'esprit de déduction d'Inrigi qui parvient à deviner presque exactement le mode opératoire du tueur et ses motifs. La Brigade Fantôme apparaît à présent dans tous les esprits comme une cible à abattre, Inrigi est déterminé à passer à l'action contre le clan Ei et tous ceux qu'il considérera comme étant leurs alliés. La suite du chapitre se focalise sur Kuroro, semblant mélancolique. Il utilise une capacité volée à une utilisatrice de naine inconnue, permettant de retrouver une personne avec qui l'on a le plus d'affinité. Ceci est particulièrement intéressant car l'on sait à présent que Kuroro recherche bien quelqu'un pour dérober une capacité de naine qui lui permettra de faire évoluer son Hatsu. Plusieurs objectifs s'entremêlent pour le chef de la brigade. Sa priorité semble être évidemment l'élimination d'Hisoka, pour lequel il doit se préparer. Pour cela, il doit donc dérober une capacité de naine suffisamment puissante et complexe. L'activation de cette condition lui permettra ensuite d'atteindre son second objectif, à savoir voler les 3 trésors de l'Empire de Kakin, la jarre, à l'origine des bêtes de naine des princes, la statue du Bouddha, veillant sur la guerre de succession, et l'épée impériale sacrée qui sera transmise au nouveau roi. Ces 3 trésors possèdent un naine extraordinaire, la jarre elle-même étant d'une certaine manière à l'origine de la puissance de l'Empire de Kakin. Elle fut forgée, rappelez-vous, par le naine du premier roi et fut utilisée ensuite de génération en génération pour fournir le naine nécessaire aux guerres de succession et rendre l'empire de plus en plus puissant. On a moins d'informations cependant concernant la statue et l'épée, mais on peut supposer, suite à la pièce cachée que l'on a pu voir après la mort du prince Momose, que la statue veille en quelque sorte sur le bon déroulement de la guerre, empêchant les participants de s'enfuir comme on a pu le voir lors de la tentative de fuite de Kasho et Fugetsu. Quant à l'épée, il est très probable qu'elle permette de donner un naine immense au nouveau roi, lui offrant une légitimité par rapport au processus de succession et d'initier à son tour un rite de la jarre dans le futur. La salle où sont entreposés les cercueils des princes décédés ne laisse pas de doute quant au fait que le naine de ceux-ci est récupéré après leur mort pour nourrir les artefacts. Or, comme je l'avais déjà évoqué dans ma vidéo à l'époque sur le roi de Kakin, cette salle possède une anomalie. En effet, 14 cercueils sont présents, et à cela je ne vois que 2 possibilités. La première, c'est que le roi, une fois 13 de ses enfants morts et le nouveau roi de facto désigné, se donne la mort pour entériner le processus de succession et donner toute légitimité au dernier fils en vie. La seconde, c'est que le roi parvienne à éliminer tous ses enfants, puis se placer au centre de la pièce pour récupérer tout le naine ainsi émis et devenir tout puissant. Trop peu d'éléments sont encore connus concernant les motivations du roi Nasubi, mais je reste convaincu que ses véritables objectifs sont encore à découvrir et sont probablement très sombres. Quoi qu'il en soit, Kuroro veut dérober ces objets, sans doute très bien gardés.
Ces 3 trésors rappellent d'ailleurs les 3 objets des ténèbres représentés dans le premier arc de Yu Yu Hakusho, qui furent au final peu exploités dans le scénario, mais possédaient un pouvoir immense. Togashi semble sans doute vouloir redonner de l'importance à la notion d'objet de nen, ou encore une fois de nen post-mortem. La personne à qui Kuroro souhaiterait dérober une capacité pourrait être Kurapika, qui coche les critères de puissance et de complexité concernant le pouvoir de ses chaînes. Kuroro pourrait d'ailleurs par ce biais en profiter pour venger définitivement la mort d'Uvogin, ou bien le pouvoir d'un autre Hunter présent sur le Black Whale. Tout est théoriquement possible, mais il est peu probable qu'il s'agisse d'un prince, ceci étant protégé par les bêtes de nen. Une question très importante à ce sujet est d'ailleurs à souligner. Comment Kuroro a-t-il fait pour obtenir autant d'informations sur la guerre de succession et sur les personnes à bord ? On sait depuis l'arc de Yorkshin City que la brigade fantôme est passée maître dans l'art d'obtenir des informations, mais il me semble très probable que Kuroro dispose d'informateurs sur le navire. Quand on sait que Kuroro a pu éliminer un membre de l'élite politique de Kakin, le meurtrier de Sarasa il y a une dizaine d'années, il a sans aucun doute beaucoup appris au sujet de ce royaume et de ses personnalités les plus influentes. Je pense donc qu'il est possible que Kuroro ait des liens avec Kakin, ayant compris qu'il s'agit d'un véritable empire du mal, une société corrompue que Togashi souhaite sans doute utiliser pour dépeindre ce qu'il peut exister de pire au sein d'une société humaine et des élites gouvernant le monde, un thème qui lui est récurrent. On a donc là un Kuroro qui sort pour la première fois de sa placidité habituelle, manifestant une furie intérieure et une soif de sang qui rappellent en tout point les moments les plus extrêmes d'Hisoka par exemple. Tout semble à présent opposer les deux personnages et pourtant tant de choses les rapprochent. Paradoxalement, Kuroro le stratège, l'homme qui prévoyait tout, de l'apparition d'internet au moindre de ses combats, sombre dans une forme de folie vengeresse, tandis qu'Hisoka, maître de l'improvisation et personnage imprévisible par excellence, se montre davantage calme et réfléchi, affichant une aura presque philosophique sur ce qu'il pense être le sens de sa vie, à savoir le combat. La structure même de l'araignée reste toujours une des priorités de Kuroro, il affirme avoir un plan B pour la sauvegarder, même s'il venait à périr. La pire situation pour lui serait de se retrouver le dernier survivant parmi ses camarades, les voyant tous se faire tuer les uns après les autres. Kuroro va devoir agir vite. La dernière scène du chapitre nous confirme que la personne qu'il recherche est bien au premier niveau, à savoir l'étage princier. Il va devoir monter, et c'est sans doute là qu'il devra faire face à ses démons et à son destin. On peut prévoir des affrontements de plus en plus fréquents entre, d'autre part, la brigade et le clan Ei, mais aussi entre les gardes des princes et donc l'association des Hunters, ce qui pourrait amener Kuroro à entrer en contact avec Kurapika, et peut-être même avec des princes, lui donnant davantage encore d'informations sur les trésors et les moyens de se débarrasser d'Hisoka, qui risque également de se retrouver au premier étage prochainement. Ce chapitre à l'écriture très riche nous montre sans quoi Togashi excelle le plus, la caractérisation toujours évolutive des personnages, qui se retrouvent toujours in fine à devoir affronter un conflit les touchant au plus profond de leur être. Un conflit que va devoir également affronter Kurapika, qui selon moi sera sous le choc des révélations qui arriveront prochainement sur le Black Whale, qui on peut le dire avec de plus en plus de certitude, sera le pinacle et le dénouement de l'histoire de Togashi. Je vous reparlerai de tout ceci dans une prochaine vidéo plus conséquente et plus volumineuse. Merci beaucoup en tout cas d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager. Moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. D'ici là, portez-vous bien. Salut à tous.